fait, je me suis dit, on aurait dû commencer par l'école. Il s'avère qu'on était numéro 5 par hasard, mais il me semble, pour reprendre les termes de Gardou, que si on veut commencer sur des notions d'inclusion, il dit lui-même, ne rêvez pas trop de commencer et de le faire avec tous les adultes, mais rêvez de le faire avec les enfants, c'est là qu'il y a le possible. Donc nous, au niveau du groupe, on travaillait avec les enfants. Pareil, groupe assez représentatif au niveau des salariés de la DAPI. J'avais un éclaireur, vous avez vu sur le programme, c'était M. Chipponi, directeur de l'école avec lequel l'IME travaille depuis des années, puisque l'IME Bel Air, depuis plus de 20 ans, très précurseur en son temps, avait créé la première école externalisée. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas trop, une école externalisée, c'est quoi? C'est une classe que nous réserve une école, une classe avec des murs, avec un instituteur de l'IME qui va faire classe aux enfants de l'IME dans la classe normale, ordinaire, et qui fait ensuite les inclusions nécessaires ou possibles. Voilà, donc il y a plus de 20 ans que ça fonctionne avec l'IME. Sur le groupe, on s'est dit quoi d'abord? Donc M. Chipponi, je relaie en quelques mots ce qu'il aurait souhaité nous dire. Il nous dit, Madame Drouin, l'école, en plus on est une école de quartier difficile, donc des enfants difficiles, y compris des enfants qui ont des notifications MDPH qui ne sont pas mises en œuvre et pour lesquels on n'a aucun dispositif, même pas d'AVS, de toute façon, nous, école, on doit faire avec. Alors on le fait avec plus ou moins de bonheur, mais globalement, on fait quand même avec ces gamins-là. Donc nous, on est prêts, et quand vous êtes là, c'est que du plus pour faire avec vous, parce que du coup, on a un échange de pratiques. Et du coup, on a essayé de dérouler ça un petit peu dans le groupe, et Karine vous l'exposera. Mais juste avant, on s'est dit aussi, l'inclusion, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on cherche sur la notion d'inclusion? Et on s'est dit, l'inclusion d'abord, c'est quand même une question du vivre ensemble. Inclure, c'est pas s'illusionner que toutes les personnes handicapées avec qui nous faisons route et chemin vont acquérir toutes les compétences. Mais donc, parce qu'autrement, ils seraient là-bas, quoi. Mais l'inclusion, c'est vraiment le vivre ensemble. Donc, du coup, est-ce que nous, secteur médico-social, on peut être contre ces notions d'inclusion? Parce que si notre job premier, c'est pas favoriser le vivre ensemble, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on a éclusé un petit peu ce premier préalable qui fait que, oui, l'inclusion, on ne peut que y être favorable. Alors après, comment on s'y prend? Et là, on va... Karine, décidément, j'ai une Karine, c'est compliqué dans l'équipe. Je me mélange un peu les crayons parfois. Karine va nous expliquer un petit peu les freins qu'on a identifiés, qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne, comment on peut les lever, ces freins, et quelques pistes que l'on a pu mettre à jour. Alors oui, je vais vous énumérer les différents points qui sont ressortis ce matin et puis Anne Drouin complétera si c'est nécessaire. D'abord, on est parti de l'idée que l'école inclusive est plurielle, mais qu'il faut qu'elle soit évidemment collaborative, sinon ça ne fonctionne pas. Que tout le monde est plutôt favorable à l'inclusion, mais qu'il faut trouver la voie médiane entre exclusion et inclusion. Qu'il faut donc faire attention à la notion d'inclusion totale, parce que ce n'est pas si simple. Ensuite, on s'est posé la question de savoir qui décide et comment ça va se travailler. Il faut évidemment que ce soit un choix de la personne, mais aussi de la famille. Et puis on s'est dit, il faut que ce soit un choix éclairé. Mais on s'est demandé de quoi on a besoin pour qu'elle puisse faire un choix éclairé. Le choix, ça ne peut pas se résumer à qu'est-ce que tu veux faire. Donc, il faut que le secteur médico-social propose des pistes aux jeunes pour qu'ils puissent faire un choix éclairé. Ensuite, il est ressorti aussi que l'inclusion fonctionne si on peut mettre en avant les compétences. Donc, il faut améliorer le repérage des compétences, ce qui n'est pas si évident que ça.
Et puis, pourquoi améliorer le repérage des compétences? Pour pouvoir sortir des déficiences, pour ne pas mettre en avant les déficiences, mais plutôt les compétences. Et donc, il va falloir développer tout un tas de nouveaux supports, notamment numériques. Un autre point qui est ressorti, c'est comment individualiser la réponse pour chacun dans la temporalité, dans la matière, dans l'espace. Pour que l'inclusion fonctionne, il va falloir que la personne trouve du plaisir à être avec les autres. Et pour prendre du plaisir à être avec les autres, il faut individualiser la réponse, ce qui n'est pas si simple dans la pratique. L'inclusion, ça va passer, comme l'a dit Anne Drouin, par le vivre avec les autres. Et enfin, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il faut anticiper la transformation, que la transformation, elle ne va pas être de but en blanc, mais qu'elle va être progressive. Et c'est une transformation des institutions qui va être nécessaire pour pouvoir faire en sorte que l'inclusion se passe bien. Voilà. C'est vrai qu'en IME, on doit travailler un paradoxe quand on nous dit 70 à 80% des enfants doivent être à l'école, puisque quand ils arrivent à l'IME, c'est qu'il y a eu déjà cassure avec l'école. Ils sont fâchés avec l'école est fâchée avec eux. Et on est chargé de ce travail de réconciliation avec l'école. Et du coup, dans les pistes, on se disait comment on s'y prend. Alors une des pistes, et on se rappelle que la loi de 2005 a imposé que chaque jeune d'IME reste inscrit dans son école de référence, théoriquement, ce qui ne se passe quasiment pour personne. Pour autant, c'est inscrit dans la loi. Et donc l'idée, c'est peut-être aussi au niveau des IME et au niveau d'une autre, puisque pour l'instant on n'en a pas 50, mais y compris le AP, parce qu'il y a des pistes de travail également là-dessus, c'est de se dire, est-ce qu'on réconcilie un enfant, est-ce qu'on attend qu'il soit totalement en bon état, j'ai envie de dire, pour qu'il puisse retourner à l'école, ou est-ce qu'il faut maintenir un tout petit lien, même s'il est tout petit, pour qu'il ne perde pas cette habitude de l'école. Parce qu'à un moment, comme disait Karine, on a essayé de réfléchir comment on permet à un enfant d'avoir un choix éclairé. C'est quand même très difficile. On se rappelle que déjà ce sont des enfants et en plus des enfants en difficulté. Donc si on attend qu'ils nous disent juste « tiens, j'aimerais bien retourner à l'école », on peut attendre longtemps. Surtout qu'ils n'en ont pas un très bon souvenir. Donc on a à gérer ce paradoxe. Et dans les pistes, ou plutôt dans les freins, on a quand même un système éducation nationale qui fonctionne actuellement sur des groupes d'âge et des groupes de niveau, mais essentiellement sur des groupes d'âge. Et c'est vrai que nos gamins, ils ont forcément un décalage sur les savoirs par rapport à leur classe d'âge. Je caricature à peine, mais un gamin qu'à l'âge 6e, 5e, il peut avoir un niveau CP, C20. Donc vous avez un grand gaillard d'1m60, 1m65, si vous le mettez avec des ptios de 6 ans, je ne sais pas ce qui fait inclusion là, et là on gérait aussi les autres aspects qui pourraient être assez exclusifs, de se sentir très mal dans cette classe. Et on se disait, par contre, il y a des endroits en France où, par défaut de nombre de personnes, il y a les classes uniques. Et du coup, là, je ne l'ai pas exposé au groupe ce matin, mais je me disais, et là, ce n'est pas le rapporteur du groupe, je me dis, mais pourquoi ne pas proposer peut-être à l'éducation nationale, dans certaines écoles, de réintroduire une classe dite unique. En tous les cas, une classe avec une classe d'âge verticale, ce qui fait que nos gamins en difficulté auraient pu ce décalage, en tous les cas déjà de corpulence, et pourraient peut-être mieux trouver leur place. Et l'inclusion ne peut se faire, on disait inclusion-exclusion, l'inclusion ne peut se faire que s'il n'y a pas exclusion. Et on voit bien qu'on est toujours un peu sur la corde. On a des parents dans certaines écoles qui manifestent très fortement, et on a même des enfants dits ordinaires qui disent à leurs parents « moi je ne veux plus aller à l'école ». J'ai entendu ça il y a quelques mois sur France Inter, des grosses pétitions d'une famille, de famille, parce qu'il y avait un gamin autiste avec des troubles du comportement très sévères, et il y avait une pétition des familles qui disait c'est pas possible, nous, nos enfants sont empêchés d'apprendre, ils ont peur d'aller à l'école, ils se font arracher leur cartable, etc., etc. Et on entendait même des gamins témoigner, quand même, il a craché sur la maîtresse, enfin elle a craché sur la maîtresse, etc.
C'est vrai que quand j'ai entendu ce reportage, je me suis dit, bon, à quoi ça sert ça? Parce que du coup, la gamine, certes différente, elle est 20 heures ou je ne sais plus combien avec son AVS, mais tout le monde a qu'une envie, c'est qu'elle soit ailleurs et surtout qu'elle soit plus là. Donc comment on programme cette inclusion pour limiter les effets qui sont les effets de balancier, qui seraient des effets d'exclusion? Et là, on se disait, on a vraiment, je ne sais plus quel intervenant qui disait hier, il faut travailler dans la dentelle, mais c'est ça, il faut travailler dans la dentelle avec chacun des enfants accueillis et accentuer, nous pensions sur le groupe, ce que disait Karine, le travail sur la notion de compétence et pas uniquement de savoir. Parce qu'on a des jeunes, nous, qui apprendront peut-être jamais vraiment à lire correctement. Mais comment on est capable de dire à l'éducation nationale, il ne sait pas lire, mais il a des compétences de repérage qui fait qu'il peut prendre le bus, il peut aller faire des courses, il peut faire ça. Comment on a mis en place ces transferts d'un savoir à des compétences et comment peut-être l'éducation nationale peut retravailler le chemin inverse, c'est-à-dire des compétences, repartir aussi sur l'intégration de savoir, parce que M. Schipponi me disait, nous on a beaucoup à apprendre de vous sur la façon de gérer les situations de personnes avec handicap, mais vous avez peut-être à apprendre de nous sur des aspects pédagogiques. Et je crois qu'il n'a pas tort dans certains domaines. Et la fin, ce que disait Karine, c'est que si aujourd'hui il fallait reconstruire l'IME, peut-être on ne le ferait pas comme ça. Et que l'avenir est certainement sur le fait d'avoir des bouts d'IME dans les écoles. Mais comme on est prêt à rêver beaucoup sur le pôle enfance, on se dit que ce beau bâtiment, il peut très bien accueillir une école ordinaire, avec des classes ordinaires, et avec également des enfants en situation de handicap. Donc le bâtiment n'est pas perdu. Il faut juste peut-être à un moment et dans quelques temps penser à le recycler un petit peu. Là, on a une classe externalisée qui s'est ouverte sur hier. L'enjeu, c'est de faire la même chose et d'essayer la même chose sur l'âge collège. Voilà. Et on le disait ce matin dans le groupe, et Lionel, que je remercie, et le groupe le remercie, qui nous a servi de témoin de rechange, je ne le vois pas dans la salle, Lionel, voilà, qui avait, dans une vie antérieure professionnelle, une expérience aussi de classe avec un hôpital de jour et de classe externalisée, a bien redit aussi combien la classe externalisée était le socle sur lequel pouvait se construire l'inclusion, parce que déjà, on est quand même un peu dedans. Et en étant un peu dedans, on voit jusqu'où on peut être dedans, mais ça permet de le faire sans forçage trop fort. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, juste un point. J'ai été agréablement surprise de me rendre compte qu'il n'y avait pas tant de freins que ça au niveau des salariés, dans le sens d'inquiétude à être sur ces objectifs qui font que l'équipe classique institutionnelle que l'on connaît n'est plus tout à fait aussi présente dans le quotidien, tout le temps, etc. Je m'étais fait une représentation de peut-être un niveau d'inquiétude un peu là-dessus. Et en tous les cas, le groupe ne m'a pas confirmé cette inquiétude. D'accord, c'est intéressant. Anne, juste peut-être une question. Là, vous avez évoqué le fait que pour les enfants en classe ordinaire et leurs parents, ça pouvait être aussi compliqué que d'accueillir des enfants ayant parfois des troubles du comportement, parfois avec une certaine agressivité. Est-ce que vous pensez que, comme l'évoquait d'ailleurs Pascal Jacob, il a dit j'ai appris aux enfants de l'école à communiquer avec mon fils. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un peu des démarches qui changeraient le regard du coup des autres enfants, voire des autres parents, et qui seraient de nature à faciliter l'inclusion dans les écoles des jeunes de l'IME? Oui, c'est certainement possible. Et là, on parle plus des enfants avec des troubles du comportement, mais on a évoqué aussi les enfants qui sont accueillis à l'EAP, qui sont en fauteuil roulant, qui peuvent aussi, pour tout le monde, renvoyer des représentations très inquiétantes de ils toussent très fort, pour reprendre l'exemple qui a été dit ce matin, il tousse tellement fort qu'il va s'étrangler, voire il va mourir. Voilà.
Donc il y a forcément de l'accompagnement, de la pédagogie à faire, et au niveau des enfants, et au niveau des parents. Je suis intimement convaincue que plus on le prendra au très très jeune âge, plus ça pourra fonctionner, parce que malgré tout, c'est très cartésien, mais on arrive mieux à se débrouiller avec un gamin de 3 ans, qui est un peu agité, qu'avec un grand gaillard de 10-12 ans qui, quand il est agité, commence à faire très mal, quoi. Donc il faut vraiment le démarrer très tôt. Et ce qu'il faudra qu'on mesure dans le temps, c'est si on arrive à travailler ça très tôt, est-ce que la trajectoire de ces enfants, justement, s'inverse dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils arrivent à être de plus en plus intégrés et dans un niveau relationnel adapté, ou pas. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais on peut poser le postulat qu'a priori, ça devrait limiter les effets. Mais on a eu quelques expériences citées où, chez les très jeunes enfants, le handicap n'est pas vécu comme le handicap. Ils vous parlent d'un gamin qui est soit avec son fauteuil, soit qui est sourd, comme ils vous disent qu'il a un jean, il est venu avec un jean rouge, quoi, hein, ou qu'il a des cheveux frisés. Donc les enfants, c'est pas les plus compliqués à convaincre, sauf ceux qui se font un peu malmenés par d'autres. Et là, effectivement, il y a de la pédagogie à faire, parce que personne n'aime être malmené par l'autre, personne n'aime recevoir des coups. C'est assez naturel et bien entendable. Donc c'est comment on apprend à des gamins à détourner éventuellement et à se protéger des coups éventuels de l'autre. Et ça, on peut leur apprendre. Très bien, merci beaucoup.